Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, fidèles amis du bout des ondes, bonjour. Bienvenue sur les différentes fréquences du groupe de presse Le Matinal. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Carte sur table, votre émission sociopolitique Carte sur table. Le Bénin connaît ces derniers jours plusieurs mouvements de grève. Le bras de fer entre le gouvernement et les centrales syndicales reste vif. L'absence de dialogue entre les deux parties continue de faire de nombreuses victimes. Le chef de l'État, dans sa quête de solution aux problèmes des travailleurs, s'est rabattu sur les différentes confessions religieuses. Mais voilà, la situation perdue et on a comme l'impression que le gouvernement et les syndicats se défient. Alors maintenant, que faut-il faire pour baisser la tension sociale qui prévaut justement dans le pays? Trois invités dans ce studio. Monsieur Franck Khessou, président du Parti Liberté et Démocratie pour la République. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur Mohamed Assoba Okri, président du mouvement Les Murailles de la République Les Verts. Monsieur Okri, bonjour. Bonjour, monsieur Kouani Degrava. Et puis enfin, monsieur Epifane Azon, président de l'Association nationale des parents d'élèves. Monsieur Azon, qui est en route actuellement et qui n'est pas encore dans ce studio. Et sans doute, il va prendre cette émission au vol. Si le temps nous le permet, nous parlerons bien sûr des sorties médiatiques du bloc de la majorité parlementaire et du front du socio-patriotique sur la situation socio-politique du pays. Vous êtes sur Aussi FM, émettant du Cotonou. Vous êtes sur Iban FM en synchronisation depuis Parakou. Vous êtes enfin sur la télévision aussi, en télévision web du groupe de presse Le Matinal. Merci de nous préférer et bienvenue à vous tous. Voilà, avec à la mise en onde le technicien qui réalise tout, bien sûr, Roch Botoun-Redo. Bientôt 3 mois que les services publics de l'État sont en léthargie. Les écoles, les hôpitaux et de l'administration sont aux arrêts pour cause de grève. D'un côté, le gouvernement convaincu que la situation exige une compréhension des syndicats et de l'autre, des responsables syndicaux pour qui le gouvernement est seul fautif de la crise sociale et financière. Alors, un rapide tour de table. D'abord, monsieur le président Franck Khessou, président du Parti Liberté et Démocratie pour la République. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation de grève que vit le pays? Merci, M. Kouenou. Je profite de l'occasion d'abord pour vous remercier pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui en nous invitant sur votre plateau. Vous savez, nous sommes dans un pays où je tiens d'abord à souligner que Liberté et Démocratie pour la République est la seule formation politique aujourd'hui qui est centriste au Bénin. La situation que nous vivons aujourd'hui au Bénin est dommage, est critique. Il est temps pour nous, en tant que Béninois, de nous prendre au sérieux pour que notre pays puisse décoller comme cela se doit. C'est vrai, la grève est un instrument du travailleur pour réclamer son droit. Mais le jusqu'au-boutisme ne nous amènera nulle part. Nous n'avions pas deux nations, c'est le Bénin. Et tout un chacun de nous doit revoir sa copie pour que le Bénin puisse évoluer comme cela se doit. Monsieur Assoba Mohamed Okri, président du mouvement Les Murailles de la République Les Verts, et bien sûr, votre point de vue justement sur la situation actuelle du pays, en ce qui concerne, monsieur, les grèves perlées que nous assistons depuis. À la suite du président Khessou, je voudrais remercier la direction du groupe de presse Aussi FM et le Matinal, tout son personnel, ainsi que les médias partenaires. Je dois avouer que dans votre propos liminaire, vous avez parlé d'absence de dialogue. J'aurais pu parler de refus de dialogue. Refus de dialogue de la part des partenaires sociaux. Moi, je veux être clair et précis par rapport à la question parce que... C'est déjà l'absence. Nous avons... Il y a Quand on parle d'absence, il faut rentrer dans le mot absence pour savoir la cause de l'absence. C'est ça que je veux expliquer. Vous voyez, ça fait bientôt 3 mois que nous assistons au jour le jour à l'évolution de la situation jusqu'à ce que on semble toucher le fond. La situation va pratiquement vers la dégénérescence et ce n'est pas bien pour notre pays, pour notre nation. Moi, je regrette un peu, Monsieur Khessou l'a dit tantôt, la volonté d'en découdre
qu'on lit de la part des partenaires sociaux. Je ne le dis pas pour leur jeter qu'à eux la pierre. Les responsabilités, certainement, existent également du côté du pouvoir exécutif, mais je puis vous dire que le gouvernement a donné la preuve de vouloir avancer sur les questions des revendications. Lorsque vous acceptez de faire usage du droit de la grève, vous ne devez pas refuser les conséquences qui s'en suivent. Le gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres, a bien motivé sa position. Il a dit que, conformément à la loi 2001-09 du 21 juin 2002, il y a des préalables avant de déclencher un mouvement de grève. Est-ce que les centrales et les confédérations syndicales ont observé toutes ces étapes? Aujourd'hui, ils se font prendre à leur propre piège. Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. C'est pourquoi je dis, il va falloir que les partenaires sociaux également donnent la preuve de ce qu'on peut leur faire confiance. Quand ils disent, surtout les toits, que le gouvernement n'est pas digne de confiance, que le gouvernement en pleine négociation se met à faire des retenues sur salaire, je dis, ce n'est pas juste de penser ainsi et de déclamer de cette façon la situation. C'est ça. Nous sommes dans un état de droit. Si vous estimez, le gouvernement dit, voici les tests sur lesquels je me fonde pour retenir vos salaires. Si vous n'êtes pas d'accord, je crois que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes encore dans un état de droit où tous les pouvoirs sont indépendants. Il leur revient de saisir la justice. Le juge administratif, aujourd'hui, la loi permet au juge administratif d'être saisi en référé, c'est-à-dire en procédure d'urgence, pour dire, oui, nous voulons savoir si le gouvernement a raison de faire cette interprétation. Le juge se saisit et situe les uns les autres, plutôt que de dire, dès qu'on défaque, nous on passe à la radicalisation. Alors, je l'avais dit tantôt au sommaire, donc le chef de l'État, dans sa quête de solution aux problèmes des travailleurs, s'est rabattu donc aussi les différentes confessions religieuses sans se verser d'illusions. Patrice Talon donc s'est dit franchement conscient de la situation inquiétante qui prévaut donc en ce moment, mais il est optimiste pour la suite. Nous allons écouter le chef de l'État. Les défalcations que le gouvernement opère sur les salaires qui correspondent aux jours de grève ne sont pas une sanction. Choisir d'aller en grève est un acte de dignité. Et être digne, c'est ne pas réclamer d'être payé alors qu'on n'a pas travaillé. Celui qui refuse de travailler, renonce au paiement des jours de grève, il donne de la valeur à la cause qu'il défend. Sinon, si on peut arrêter le travail pour une cause et avoir son salaire, on peut aller en grève pour n'importe quoi. Nous avons besoin également de donner à la grève toute sa valeur. Ne pas aller au travail, prendre le risque de renoncer, de ne pas avoir un salaire, parce que la cause qu'on défend nous paraît si fondamentale qu'on va jusqu'à cette limite. C'est pour ça que si nous œuvrons à restaurer dans le pays les valeurs, nous aurions tort de ne pas défalquer les jours de grève. Cher pasteur, votre rôle c'est également celui-là, de mettre vos fidèles devant leurs responsabilités. Mais j'ai pris bonne note de vos conseils. Je voudrais vous rassurer de ce que la sortie de crise n'est pas loin. Voilà, donc à l'instant, le chef de l'État, le président et Patrice Talon, face à l'intransigeance et à l'engagement des travailleurs, monsieur Franck Ressou, le discours du chef de l'État vous a-t-il séduit? Le président de la République est dans ses droits. Il est d'abord lui-même debout et une institution. Le chef de l'État incarne une institution. Il est président de la République du Bénin. Il est le seul aujourd'hui. Il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. La position qu'occupe le chef de l'État aujourd'hui n'est pas une position... Lorsqu'on est déjà au pouvoir, on ne négocie pas la gestion du pouvoir. C'est la cession au pouvoir qu'on négocie. J'ai pour l'impression que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par rapport à la grève, je dis c'est dangereux. Oui, le chef de l'État, dans ses propos liminaires, nous a convaincus. On a été séduits par ses propos quand il dit « Lorsque je fais la grève, je dois être en mesure de dire « Je suis sûr de ce que je défends. Je renonce au salaire. De ces quelques jours, pour pouvoir mieux défendre et dire en même temps « Attention, ce que je défends, ce que je vais obtenir de ce que je suis en train de défendre aujourd'hui va dépasser ce maigre salaire-là que je prends. »
il y a aussi un aspect que nous n'arrivons pas à comprendre. La grève aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous donne de plus? Au contraire, c'est la paisible population qui souffre de cela. Quand on prend les 10 millions ou 11 millions de Béninois que nous sommes, les fonctionnaires béninois sont au nombre de combien? Je vais très loin, je dis même c'est 20%. Lorsque les 20% de nous, ces Béninois-là, on décide de mettre le pays comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, les 80% qui ont besoin des actes administratifs iront où? Ils feront quoi? Quand on se regarde, il faut regarder l'autre aussi à travers soi. En se disant, est-ce que... Parce que on sait quand est-ce que ça commence. Oui. Mais on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que ça va finir. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? On ne dira... En 89-90, il y a eu année blanche dans ce pays, non? Est-ce que le général Mathieu Kérékou a perdu une année? Non, c'est faux. Le président Patrice Talon il ne perdra rien. Il est là, il a un mandat. Oui, nous voulons négocier. En voulant aller négocier, il faut avoir le comportement de quelqu'un qui veut négocier. Oui. Vous savez pourquoi? Lorsque vous allez dans une salle de négociation et que vous prenez déjà position en disant que si ce n'est pas ça, nous sortons de la salle. Non. Dans une démocratie, la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Et il y a quelque chose que le Béninois ne comprend pas. Lorsque je travaille aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement qui est en place, ce n'est pas le gouvernement qu'on est en train de faire reculer, c'est le pays qu'on est en train de faire reculer. C'est ça. Si l'actuel pouvoir, je ne suis pas de la mouvance présidentielle, si l'actuel pouvoir échoue, c'est mon pays qui échoue de 5, de 10 ans. J'ai intérêt à accompagner ce gouvernement pour que tous ceux qu'ils ont eu à mettre dans le PAG puissent réussir, pour que mon pays décolle. Je ne sais pas si c'est une manière de faire la politique, rester dans l'ombre, financer des groupes, des individus qui bombent le torse, qui disent qu'ils sont syndicalistes. Tout. Non, c'est pas sérieux. Voilà. Avant d'être président de parti, je suis parent d'élève. Je suis parent d'élève. Lorsque vous payez le privé à votre enfant, vous croyez que jusqu'à l'heure où nous parlons, les privés n'ont pas fini de prendre leur sous? Si l'année était blanchie, c'est la population, c'est nous, parents d'élèves, qui allons subir cela. Puisque l'année prochaine, ces complexes prendront encore leur sous. Tout à fait. Alors, monsieur Epiphane Azon, président de l'Association nationale des parents d'élèves, nous a rejoint donc dans ce studio. Monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, voilà, donc, bientôt 3 mois, je l'avais dit tantôt, que les services publics de l'État sont en léthargie. Vous savez que les écoles, les hôpitaux et l'administration sont aux arrêts, donc, pour cause de grève. Alors, vous, en tant que président de l'Association nationale des parents d'élèves, comment vous vivez la situation aujourd'hui? Qui traverse le pays. Merci beaucoup. De manière générale, tout citoyen doit être en mal de vivre cette situation. Parce qu'un pays, un pauvre pays, à budget essentiellement fiscal, n'a pas besoin de tout ça là pour faire décoller l'économie. L'économie, c'est vous, c'est nous, c'est le pouvoir en place. C'est tous ceux qui devront mettre la main à la pâte pour que l'économie décolle enfin. Donc, lorsque ce n'est pas le cas, moi je crois que le syndicalisme, nous n'allons pas faire disparaître le syndicalisme. Si on fait disparaître le syndicalisme, les revendications disparaissent. Or, c'est les revendications qui font des travailleurs... ce qu'ils sont et l'évolution qu'ils doivent avoir. Vous êtes embêté par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Je suis très embêté. Bon, plus qu'embêté, je suis malade. Et lorsqu'on en parle même, je commence par avoir des céphalées. C'est pas bien les grèves, c'est pas bien. Vous donnez raison donc au gouvernement actuel par rapport à tout ce qui se passe, ou c'est le jusqu'au boutisme, bien sûr, dans des syndicats? Non, pas stricto, pas stricto. Mais je crois que tant que la vie
existe, on peut toujours continuer de négocier, on peut toujours continuer de communiquer entre les hommes. Oui, vous êtes président national. Oui, Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que votre bureau a fait concrètement pour dénouer la situation actuelle? Puisque vous êtes parent d'élèves. Oui, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un échec pour vous? Par rapport à tout ce qui se passe? Pas du tout. Puisque c'est pas moi qui ai créé la situation, c'est pas les parents qui ont créé la situation qui existe. Sur le terrain. Ah oui, mais nous sommes là-dessus. On ne peut pas étaler sur la place publique tout ce que nous faisons. L'essentiel, c'est que les classes reprennent. Et ça reprendra. Quand? Oh, ça reprendra. Bon, je ne peux pas fixer, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas fixer un jour, mais c'est sûr que ça reprendra. Et puis, j'entends des gens se parler de l'année blanche. Non, on ne prendra pas au sérieux les Béninois lorsqu'il y aura une année blanche, parce que les salaires tombent à bonne date. Si ce n'est que les primes, nous pouvons continuer de négocier. Pouvons continuer de négocier. Alors, puisque vous parlez ici donc d'une année blanche, nous allons écouter le garde des Sceaux qui est monté au créneau mercredi dernier pour faire remarquer donc que les différents mouvements sont illégaux. Il cite même l'article 11 qui dispose que toute grève qui ne respecte pas ces différentes procédures est une grève illégale. On écoute le ministre Joseph Fifa-Médiagoui. Nous considérons que les organisations syndicales le savent, mais invitent chaque agent à ce constat de l'illégalité et aux suites possibles de ce constat de l'illégalité. Et chacun est appelé à assumer les conséquences de cette application de la loi. Le gouvernement, tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. Voilà, à l'instant, donc, le garde des Sceaux, maître Joseph Fifa-Médiagoui. Alors, monsieur Okri et Mohamed Assoba, les agents en situation d'abandon de poste devront s'attendre, donc, à assumer les conséquences de leurs actes. Est-ce que c'est une déclaration de guerre ou bien, comment voyez-vous la sortie du ministre Joseph Fifa-Médiagoui? Non, c'est pas une déclaration de guerre, c'est une déclaration de fermeté. Les politiques sous différents régimes ont habitué les centrales et confédérations syndicales à de l'à peu près. C'est-à-dire, dès qu'ils montent les crocs, on recule. Et même en violation des règles et des tests. Je crois que ce gouvernement a décidé de faire les choses désormais conformément aux principes et aux règles de la République. Je voudrais, si vous permettez, revenir sur une clarification, plutôt une confusion que les centrales syndicales entretiennent par rapport à la crise. On dit nous sommes allés en grève par rapport à des droits acquis et que ça ne doit pas donner lieu à des retenues sur salaire. Je dis ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes partis d'où? Premièrement, les syndicats de la santé sont allés en grève parce qu'ils ont dit qu'on ne les associe pas aux réformes en cours les concernant. Où est le droit acquis là? On en était là quand le vote en fin d'année sur le retrait du droit de grève est intervenu au Parlement. V'là, tout le monde a sorti les motions de grève, ils sont allés en grève. Ils ont déclenché ipso facto les mouvements de grève pour des mesures qui ne sont pas encore rendues exécutoires. Est-ce que c'est déjà des droits acquis? Non. Ce que moi j'ai considéré comme les droits acquis, il y a par exemple un décret qui a été pris en 2015 sous le président Yahi Boni, où ils attendaient d'autres arrêtés d'application par rapport aux revendications relatives le statut particulier. Voilà, les statuts particuliers, revalorisation des points indiciaires. Sur ce plan, je suis d'accord. Mais là, les travailleurs se sont fait harakiri parce qu'ils ont fait un mélange où aujourd'hui, le gouvernement a bon droit de dire c'est illégal. Quand on dit, le ministre Djogbenou vient de le dire, vous avez passé un extrait, l'article 11 dit, il faut des PV pour constater l'échec des négociations préalablement à tout déclenchement de mouvement de grève. Nos responsables syndicaux ne savaient-ils pas que cette disposition existait? Ah là, moi, je suis un peu surpris et j'ai lu, il y a 2 ou 3 jours, sur la page Facebook d'un ami responsable du central syndical, je ne le nommerai pas, qui a dit que l'histoire des PV est un faux problème et que toute grève qui réussit est une grève légale. Quand on lit entre les lignes, ça veut dire que même si c'est illégal, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont réussi à rendre la grève, ils ont réussi à en faire un succès. C'est ça. Non,
Nous sommes dans une république. Pendant qu'ils reprochent à l'exécutif de ne pas faire ce qu'il a à faire, il faut qu'eux-mêmes commencent par donner l'exemple. Nous sommes allés en grève. On dit ça donne droit à des retenues. Vous devez dire à vos syndiqués, mais c'est le résultat. S'ils étaient organisés, qu'ils se cotisaient, c'est la caisse des centrales qui restitue aux travailleurs pour les rendre plus forts. Mais comme ça ne se passe toujours pas comme ça dans notre pays, moi j'invite les uns les autres à de l'apaisement. C'est ça. Je pense que le gouvernement n'a pas vocation à pousser dehors les partenaires sociaux. C'est vrai, mon ami le président Ressou a parlé de pourcentage. Quelque part, quand on pousse loin l'analyse, on se dit, mais ils sont combien pour nous pourrir la vie à ce point? Moi, mes parents, au village, ils ne sont jamais allés en grève parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Pourquoi, lorsque l'un de leurs fils va vouloir se présenter à un concours et qu'il ira au tribunal pour chercher un casier judiciaire, on va lui dire que son père, son oncle ou sa tante est en grève et qu'on ne peut pas lui délivrer le document? Je suis heureux d'être en studio avec le président de l'Association nationale des parents d'élèves. Le président Ressou l'a dit, je suis également parent d'élèves. Et ce qui se passe, moi je dis que les partenaires sociaux sont en train d'installer de l'insécurité sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'année est rendue caduque, mais ce n'est pas seulement ceux qui ont leurs parents dans le public qui perdent. C'est toute la nation qui perd. Moi j'ai été victime d'une année blanche une fois, sous le régime Mathieu Kérékou. Mais c'est resté indélébile. Et je dirais, bon, contrairement à mon ami, ce n'est pas qu'il faut dire, il faut banaliser pour dire qu'une année blanche, c'est rien, non. Chaque fois qu'on parle d'année blanche, moi, je m'en souviens négativement et je me dis, c'est sous le tel régime que ça a eu lieu. Les conséquences sont énormes. Il vaut mieux prier pour qu'on n'en arrive pas là. Voilà. Alors maintenant, pour la clarté, bien sûr, du débat, mes chers invités, lisons ensemble les dispositions des articles 24 et 25 de la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 et qui fondent l'argumentaire du gouvernement pour procéder aux défalcations. Alors l'article 24 dit: toute grève entraîne une réduction proportionnelle du traitement au salaire et des accessoires à l'exception des allocations familiales. Aucune réduction n'est appliquée si l'interruption du travail a duré moins d'une journée. Alors en revanche, l'article 25 prescrit les grèves ayant pour motif la violation des libertés fondamentales et des droits syndicaux universellement reconnus ou le non-paiement des droits acquis par les travailleurs ne donne lieu à aucune réduction de salaire ou de traitement. Alors l'article 24 donc parle de toute grève. Cela indique bien, M. Kassou, que le législateur n'a distingué aucune forme de grève légale, illégale ou politique. Oui, il y a dans un premier temps la loi et l'esprit de la loi. Tout à fait. Monsieur Dedravo, j'ai pour impression que on ne se comprend pas dans ce pays. La loi, selon moi, est claire. N'est-ce pas? Oui. Tout à l'heure, nous avions écouté le garde des Sceaux qui était ferme. C'est tout à fait normal. Mais lorsqu'à des moments donnés, on est à des postes de responsabilité élevés, on est déjà tellement fort qu'il ne faut plus montrer qu'on est encore plus fort. Le garde des Sceaux devrait pas faire cette déclaration. C'est ça. Oui. C'est là où. Oui. Devrait pas faire cette déclaration parce que il a une partie de responsabilité qui lui a été confiée par le chef de l'État. On est d'accord? Il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. La défalcation, c'est une obligation. Maintenant, nous sommes en train de parler de comment est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent comprendre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que les partenaires sociaux n'ont pas envie d'aller encore travailler. C'est la politique béninoise qui fait tout ça. Il faut avoir le courage de le dire. La finalité, c'est qu'on mourra. Au pire, c'est qu'on va mourir.
lorsque ceux qui croient qu'en venant à la politique, c'est de détruire l'autre, pour se dire, quand il était là, il n'a rien fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui, est-ce que ça date du temps de ce gouvernement? Non. L'administration, d'accord, était à une continuité. L'actuel régime a hérité de ça. Mais on ne dira pas que ce régime doit coûte au coûte tout satisfaire tout de suite, c'est faux. Il y a une main invisible qu'il faut aller chercher et couper. Mais depuis 3 mois, on n'a pas encore trouvé cette main invisible. Vous n'aviez pas trouvé la main invisible. Mais ceux qui parlent, ils connaissent ces mains-là. Mais c'est faux. On ne gère pas une nation comme ça. C'est-à-dire, au départ, il y a une confusion que nous sommes en train de faire là. On négocie l'accession au pouvoir. Mais la gestion du pouvoir ne se négocie pas. Aujourd'hui, le seul capitaine s'appelle Patrice Atanas Guillaume Talon. Que tu sois opposant, ou mouvancier, ou centriste, mais tu dois reconnaître que c'est lui qui est là. Si j'aime mon pays, je ne mettrai pas un centime à quelqu'un pour qu'il puisse troubler la nation. Parce que ça, c'est une manière de troubler la nation. Bon, vous faites des déclarations suffisamment quand même, c'est pas grave, mais... Je n'ai appelé le nom de personne. Mais... Je dis, il faut aller vérifier, parce que nous ne pouvons pas accepter que depuis 3 mois, le pays soit paralysé comme ça. Et puis, rien, c'est tout comme si il n'y a plus personne qui dirige le pays. Le chef de l'État parle, on voit que non, attention. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, la question que je pose, c'est quoi? Est-ce que depuis que l'actuel gouvernement est là, il n'y a pas eu les salaires? Est-ce qu'il n'y a pas eu les salaires? Mais on réclame quoi? Est-ce que le fait d'augmenter les salaires des DC et des ministres, c'est pas une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, M. Azon? Non, moi, je ne parle que ce dont j'ai la preuve. Je n'ai pas cette preuve-là, qu'un ministre a été augmenté, un préfet a été augmenté, ainsi de suite. Et je me garde de lire les réseaux sociaux. Parce que là, ça vous trouble la tête et vous commencez par raconter des coups, vous aussi, pensant que tout ce qui est le contenu de ce qu'on vous envoie est fondé, complètement fondé. Non. Moi, je crois que il faut... La preuve m'est chère, moi. La preuve m'est chère. Et tant que moi, je n'ai pas un début de preuve, je ne m'apaisantis pas. Est-ce que le gouvernement n'a pas une part de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? C'est vrai qu'on dit que les syndicalistes sont ci, sont ça, mais est-ce que il n'y a pas quand même quelque chose? La communication a péché. La communication a péché. Parce que là, il faut avouer que si les gens étaient allés... Mais certes, on condamnait ça au temps de l'autre régime où pour un rien, on déploie tous les ministres dans les contrées pour aller apporter la bonne nouvelle. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Donc, la communication a péché. Il faut suffisamment communiquer et dire ce qui est. Parce que lorsque vous ne dites pas ce qui est, les autres sont obligés d'arranger tout. On est allé jusqu'à dire que le ministre béninois ou bien le président Talon gagne plus que Ronald Trump, je ne sais pas, le président des États-Unis. Mais moi j'ai ri fatigué. J'ai ri fatigué lorsque j'ai entendu ça. Et puis, dans quel budget on pourra puiser tout ça là? Dans quel budget on pourra puiser tout ça? Non, il y a trop de chantage autour. Mais allons à l'essentiel et gérons l'essentiel. Voilà. C'est ce que je voudrais dire aux acteurs. Parlons bien sûr du budget, M. Mohamed Assoba Okri. Alors, on se demande, avant le vote des budgets, avant même la confession du projet de budget, c'est que le gouvernement a rencontré sans doute les travailleurs, les syndicats, pour statuer sur le budget général de l'État exercice 2018. Ça veut dire qu'ils se sont entendus avant le vote du budget. Alors, pourquoi subitement, en plein exercice du budget, on dit on doit réclamer ci, on doit réclamer ça? Est-ce la faute du gouvernement au niveau des secteurs syndicaux? Je n'ai pas la preuve que les partenaires sociaux sont associés à la confection du budget général de l'État. Ils ont toujours été quand même associés. Non, ce qui est certain est que en phase de préparation du budget, généralement, les informations passent. Parce que les ministres sont obligés d'aller au Parlement, d'expliquer, puis la presse relaie. En général, il revient à ces syndicats de chercher à entrer dans ce processus-là. Cela étant,
Je voudrais revenir sur l'aspect de la question de la main invisible. Moi, je mets cette question au second plan. La crise actuelle est partie des réformes. Et c'est là que j'ai mal pour les enseignants. Ils sont les plus nombreux dans la fonction publique, mais ils se font entraîner dans une spirale qu'ils ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les réformes engagées par le gouvernement et en l'occurrence par l'argentier national font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rentrées qui sont coupées, de rentrées. Savez-vous que naguère, des gens hebdomadairement ou bimensuellement percevaient des primes qui dépassaient le salaire. Aujourd'hui, le gouvernement dit non, ça ne construit pas une nation. Faisons des économies, faisons de l'investissement, mais travaillons à relever votre indice salarial. C'est mieux que de... J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un ami qui est dans la fonction publique, qui est dans un ministère que je ne vais pas citer, pour ne pas lui donner l'impression que je viens mettre sur la place publique nos échanges privés. En moins de 10 ans de service, il a déjà bâti une maison. Et aujourd'hui, il me dit, mais j'ai plus envie d'être fonctionnaire, je vais partir parce que même les missions hors de Cotonou sont désormais interdites. C'est-à-dire, on se dit, il y a des choses à débattre, un séminaire ou un travail, on va sortir de Cotonou pour être serein. Et ça donne lieu à beaucoup d'argent qu'on sort de la caisse de l'État. Le chef de l'État et son gouvernement ont dit non, il vaut mieux éviter de dilapider les fonds. Vous n'êtes qu'une minorité et vous vous taillez la part du lion. Quand on parle également des salaires, des décès et autres, je l'ai dit en d'autres occasions, si vous interrogez le président Azon pour les décès, les SG et leurs adjoints, le document officiel existe, on a revu leurs salaires, mais quand vous les interrogez, ils vous disent que c'est une contrainte. Parce que ce qu'ils gagnaient autrefois, quand on les met ensemble, ça dépasse ce qu'on vient de leur fixer officiellement. Toujours dans le souci de faire des économies pour l'État. Donc, moi, je pense que, et c'est là qu'intervient la question de la main invisible. Moi, je vais avoir le courage de vous dire. Les syndicats sont instrumentalisés selon vous? Ça a souvent été le cas. Et je pense que la vague de secrétaires généraux qui a toujours fonctionné comme ça, la plupart est aujourd'hui out. Au début, ils ont voulu tenir ceux qui sont à l'opérationnel et ont commencé par envahir la bourse du travail quand certains parmi eux ont levé le temps pour dire non. Vous nous avez passé la main, laissez-nous gérer le mouvement syndical. Les politiques, comme ça se passait naguère, ont également commencé par accourir à la bourse du travail. J'ai entendu un SG dire, la bourse du travail n'est pas le siège d'un parti politique. Voyez-vous, quand je tenais à revenir sur la question de la main invisible, je ne dis pas que ceci explique cela, mais observez l'attitude de l'ancien chef d'État actuellement. Il n'est plus candidat à une élection présidentielle, mais il parcourt le pays. On m'a dit qu'il est le chef d'un parti, mais pour aller au congrès de Parakou, vous avez vu, il a fait des escales où on lui a mobilisé des foules. C'est un citoyen libre, mais on ne sait pas pourquoi. Non, le rapport, je vais vous expliquer. Non, quand moi je lis tout ça, je dis, il s'est donné pour objectif de perturber le sommeil au président Patrice Talon. Ah bon? Oui, parce que quand vous faites ça, les populations se disent, oui, sous vous, l'argent coulait à flot. Mais avec celui-ci, nous avons faim. Qui travaille et qui n'a pas son salaire? Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Quand je peux faire la liaison avec d'autres situations où ils se sont mis ensemble pour faire des choses, suivez mon regard, la révision de la Constitution. Il a combattu ça à visage découvert. Parce qu'ils ont dit politiquement, c'est pas bien de laisser Patrice Talon faire ça. Si moi, ancien chef d'État, Yahya Boni, on m'a empêché de le faire, il faut que lui ne fasse pas. Est-ce que ça avance le pays? Et aujourd'hui, quand on va sur le terrain de la moralisation de la vie publique, le président Patrice Talon a proposé dans son projet de supprimer la Haute Cour de justice, d'envoyer directement désormais quelqu'un qui a été ministre devant un tribunal ordinaire. Les gens ont dit non, c'est mauvais. Il y a d'autres choses dedans qui ne sont pas bonnes parce que ceux qui ont combattu savent qu'ils ont des casseroles. Comme l'a dit la présidente Roselyne Vera Sogo, ils savent qu'ils ont des placards, des cadavres dans les placards. Aujourd'hui, on en est là.
Alors, M. Kasso, est-ce que vous pensez effectivement que le président Boni Yayi est en train de troubler le sommeil du président Talon? Est-ce que c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe? Le président Boni Yayi et moi, nous n'avions jamais discuté pour qu'il puisse savoir s'il est en train de troubler ou pas. C'est les actes qui vont confirmer cela après. Et l'actuel pouvoir a ses services de renseignement. Je ne fais pas partie. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des salaires des ministres et des décès. Ceux qui le disent, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Lorsqu'on donne un montant aujourd'hui, on dit tel ministre, tel préfet à tel prix. Mais les gens ont oublié qu'auparavant, le préfet avait des tickets valeurs, avait des avantages qu'on ne peut même pas. Vous savez que le préfet prend son carburant avec l'argent qu'il prend aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. Le ministre de la République à qui on a fixé un salaire, vous savez que c'est lui-même qui prend du carburant? Si vous voulez les preuves, je vais vous les donner. Il faut aller chercher. On ne peut pas toujours vouloir faire le développement de ce pays et aller toujours chercher de l'argent, commander de l'argent à l'extérieur. Il y a de l'argent au Bénin qu'on gaspille. Un fonctionnaire qui est à 250 000 le mois, qui va louer un appartement de 150 000, vous voyez que ça ne s'entend pas. C'est pas bon à entendre. Il va louer un appartement de 150 000. Il faut qu'il paye l'électricité et l'eau. Il faut payer la popote à son épouse. Il faut payer la scolarité de ses enfants. Il faut payer petit déjeuner. Il va faire ça comment? Les à côté dépassent 4 fois le salaire. Et aujourd'hui, vous rentrez dans Cotonou, plusieurs maisons, plusieurs propriétaires ne sont plus en mesure de prendre leur loyer. Parce que ils avaient accroché, ces locataires ont accroché là où ils ne devraient même pas accrocher. C'est ça qui se passe. Et ils se disent aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez droit à qui? Est-ce que le salaire de quelqu'un, on a gardé ça indûment? Non, il faut avoir le courage de dire, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas gérer notre pays comme ça. Si on le fait comme ça, c'est que le Bénin n'ira jamais de l'avant. Allez-y au Rwanda, tout près à côté de nous. Un pays qui est sorti d'une crise qu'on ne peut pas qualifier. Le chauffeur qui vous amène de votre hôtel à l'aéroport, vous ne pouvez pas mettre la main à la poche et lui donner, même si c'est 2 €, il est en prison. Allez vérifier. Il ne peut pas parce que cette structure qu'il a embauchée, il est payé et il n'a pas le droit. Vous pouvez lui acheter à manger, mais vous n'avez pas le droit de lui donner 1000 francs. Mais c'est au Rwanda. Ça devient sérieux. Pourquoi le Bénin ne veut pas copier cela et on veut toujours profiter de... Non, c'est pas possible. Le chômage galopant, il y a aussi ça. Le Bénin, il faut Lorsque vous plusieurs... avez la maîtrise chez nous, c'est en ce moment que vous devenez chômeur. C'est après la maîtrise, après avoir fini l'université, que vous devenez chômeur. C'est dangereux. Mais après le bac, on ne peut pas dire qu'on est chômeur. Non, du tout pas. Après le bac, vous n'avez encore rien fait. C'est faux. Vous n'avez encore rien fait. Vous continuez. Pourquoi tout le monde veut rester dans les bureaux et travailler? Pourquoi tout le monde... Mais allez en Inde, allez en Chine. On cultive le riz sous une dalle. Mais est-ce que le gouvernement offre les opportunités? C'est ça aussi le problème. Il faut d'abord commencer soi-même pour qu'on puisse savoir que vous êtes en train de faire telle chose, on peut vous accompagner. Lorsque vous vous levez un beau matin, vous prenez votre ordinateur portatif et vous êtes là du matin au soir, disant que vous êtes jeune et que vous croyez que c'est sur l'ordinateur qu'on trouve du travail? Non, c'est faux. L'auto-emploi paye plus que ce que nous sommes en train de dire là. Qu'on laisse ce pays-là en paix. Nous sommes 11 millions de Béninois. Mais, vous imaginez un instant, si aujourd'hui, nous, parents d'élèves, on se disait attention, ce qui se passe, c'est pas bon. Et tout le monde nous nous mettons dans ça. Vous voyez ce que ça va donner? Notre pays n'a pas besoin de ça. Nous n'avions pas 2 nations. Nous sommes béninois. Et le Bénin est à nous tous. Alors, Monsieur Azon, voilà, nous avons déjà perdu pratiquement 3 mois. Hein. Est-ce que vous ne créez pas l'année blanche? Vous dites tout à l'heure, vous êtes rassuré, vous êtes confiant, mais voilà, mais ça a perdu. On ne sait pas quand est-ce que les syndicats, les travailleurs vont reprendre le boulot. Est-ce que vous n'avez pas peur? Moi, j'ai pas peur, on sortira de l'impasse. Parce que je continue de dire que
on ne peut pas comparer l'année 2018 à 1989. Ce n'est pas le même contexte. J'entends ça du bout des lèvres de certains syndicalistes et je ris. Je dis, c'est pas bien, on ne vous prendra, vous-même qui le dites là, on ne vous prendra pas au sérieux du tout. Le contexte de 2089. Le contexte n'est pas le même. Lorsque c'est les salaires, je suis prêt que, même branchage en main, qu'ils grèvent pour réclamer leur salaire. Mais quand ce n'est pas les salaires, quand c'est les primes, il faut aller moulot. Je suis d'accord avec eux que vraiment, c'est depuis 2015, leur décret a été signé et qu'ils attendent depuis les arrêtés d'application. Ça, là encore, le nouveau régime arrivé devrait prendre connaissance de tout ça là, les appeler et discuter avec eux des modalités d'exécution de ces arrêtés d'application. Bon, si ce n'est pas le cas, quelque part, les syndicalistes ont raison d'attendre et de commencer par perturber. Mais que faut-il faire aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que d'abord le gouvernement qui reste ferme par rapport à sa position. Il y a également les travailleurs. C'est l'impasse. Les deux acteurs doivent fléchir dans leur position pour ramener la balle à terre et faire en sorte que l'année soit réussie. Et après ça, le gouvernement a l'obligation d'appeler les syndicalistes pour leur dire, écoute, par rapport à ce décret, par rapport à tel arrêté d'application, je ne peux pas. Lorsque vous ne pouvez pas, vous arrivez à convaincre votre interlocuteur, à convaincre les syndicalistes. Mais c'est ça qui n'a pas été fait. Donc le silence a prêté main forte à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes président de l'Association nationale des parents d'élèves. Est-ce que, tout à l'heure, M. Okri parlait bien sûr, ou M. Ressou parlait bien sûr, donc les syndicalistes sont manipulés, il y a une main invisible derrière tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous avez été approché en son temps pour faire quelque chose, une sorte de... Pas du tout. Dessous de table? Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais aimé même la politique. C'est un creuset qui m'intéresse pas. Il est vrai, les gens font leur petit bonhomme de chemin là-dessus. Je les applaudis, mais moi, je ne peux pas le faire. Parce que je suis trop droit. Je suis un peu trop droit. Vos prédécesseurs n'ont pas eu cette occasion, bien sûr. Bon, ils ne m'ont pas passé la main avec tout ça, là. Malheureusement, ils ne m'ont pas passé la main avec tout ça. Donc, vraiment, moi, je crois que les deux acteurs doivent fléchir dans leur position. Là où nous sommes là maintenant, il est question que chaque acteur se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire pour tourner dos résolument à cette grève-là. Le gouvernement de son côté, les syndicalistes de leur côté. Parce que les enseignants, imaginez-vous, les salaires ne sont pas tombés chez les enseignants jusqu'à présent. Et il y a certains enseignants qui commencent par dire, mais si c'est ça, moi je vais reprendre service, parce que je ne sais pas, je n'ai pas pu donner la popoche, je n'ai pas pu payer le loyer, je n'ai pas pu. Les secrétaires généraux, ils disent, bon, il faut foncer. Ils sont rassasiés. Je ne peux pas le dire parce que je ne connais pas leur poche, mais je sais quand même qu'ils disent qu'il faut foncer. On dit qu'ils sont manipulés, il y a une main invisible. Bon, ça c'est possible, moi, comme je vous l'ai dit, la preuve m'est chère. Je rappelle à toute fin que nous avons invité dans ce studio les secrétaires généraux Anselme Amoussou et puis Noël Chadare, mais qui malheureusement nous ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont une réunion extraordinaire ce matin, donc avec une personnalité du pays. Donc voilà, donc sinon ils étaient également invités pour donner leur point de vue. Donc c'est pour dire que c'est pour que les débats soient équilibrés. Alors monsieur Okri, voilà donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut dire au président de mettre la balle à terre. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Hospice Wayne de Dravon, le chef de l'État n'a jamais mis la balle haut. Je comprends avec vous que ce qui vous préoccupe, c'est la sortie de crise, parce que chaque fois vous m'attelez que depuis 3 mois ça perdure, et vous avez raison. Je remercie le président Azon d'avoir évoqué le cas des enseignants qui n'ont même rien du tout perçu. J'ai eu l'information, ça m'a préoccupé et j'ai essayé de creuser un peu. C'est la dépendance dans les foyers. Oui. Je disais donc tantôt que cela m'a préoccupé parce que si vous retenez à la source et qu'il reste quelque chose, tout au moins, remettez-moi ça, que je sois en train de gérer ce quelque chose en attendant de poursuivre les négociations pour que vous me rétrocédiez si c'est possible. C'est ça. Et ce que j'ai récolté comme information est que
Vous savez, c'est les enseignants, il y a 2 catégories. Il y a la maternelle et le primaire à part, et puis l'enseignement secondaire technique et professionnel, où chez eux, on parle en termes d'heures de travail. Donc, vous voyez, c'est un système informatique. Et au moment où on a décidé de faire les retenues, chez les enseignants, il fallait voir jusqu'à quel niveau il faut prélever. D'abord, j'affirme ici, que c'est la quotité cessible qui a été prélevée. C'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de prélever plus du tiers par rapport, même si on suppose qu'on doit vous prélever 60 000, on doit voir par rapport à votre salaire si ça peut soutenir les 60 000. Sur les réseaux sociaux, les gens se tout sont cela, 5 000 francs, c'est ce qu'on avait. Non, tout cela fait que le cas des enseignants a été retardé. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit que dès demain lundi, tout ça là va rentrer dans l'ordre. Pour les retenues qui sont effectuées, où il n'y a pas eu de demain. Ça, je l'ai eu de source vraiment digne de foi. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans la logique de dire comme ils nous font souffrir, il faut les punir. Le chef de l'État a dit que les retenues ne sont pas une punition. Je suis d'accord avec le chef de l'État sur cette thématique-là. Je leur demande d'user des voies et moyens pour voir s'il peut faire fléchir le gouvernement sur la retenue qui est déjà faite, nonobstant le fait que le gouvernement martèle qu'il y a une violation des tests. On a connu ça sous le régime du président Yahi Boni, qui a fait de retenue sur salaire. Ils ont protesté, mais le gouvernement du président Yahi a dû retrocéder des années plus tard, et sur plusieurs années. Nous avons encore la mémoire fraîche. Donc, moi, je souhaite. Le président Hessou a dit tantôt que le régime a hérité d'une situation difficile. Est-ce que le président Boni Yahi a tellement pris des décrets que ça, aujourd'hui, ça a des répercussions sur le fonctionnement de l'État aujourd'hui avec le président Le président Yahi Boni a laissé beaucoup de situations difficiles à ce gouvernement. J'ai entendu le président Talon, à l'occasion des multiples rencontres qu'il a engagées depuis un certain temps, dire, on m'a reproché que mon premier budget était de 1000 et quelques milliards, mais qu'on n'a vu rien comme réalisation sur le terrain. Il a rappelé qu'il s'est d'abord préoccupé de rembourser un certain nombre de dettes qui ont été laissées. Quand l'information ne circule pas, ceux qui ne sont pas d'accord ont bon droit de manipuler, d'intoxiquer, de désinformer. Et c'est à ça que nous assistons depuis 2 ans. Il va falloir que le gouvernement anticipe souvent. Quand on veut faire quelque chose en notre faveur, qu'on nous explique, qu'on nous dise avant de se mettre à faire. Comme ça, quand l'intoxication naît aussitôt, ceux qui ont l'information disent non, telle chose a déjà été expliquée. En résumé, je pense que le gouvernement, je l'ai dit à l'entame, n'a pas vocation à en découdre avec les partenaires sociaux. C'est ça. Donc, il faut que les responsables syndicaux également le comprennent ainsi et se disent s'il y a des concessions à faire, c'est le moment de les faire. Ce n'est pas de la faiblesse, parce que l'État a une continuité. Ce qu'ils n'ont pas pu obtenir depuis le régime du président Soglo et Kérékou, Yahi Boni, c'est pas maintenant qu'ils vont tout avoir, c'est progressivement. C'est à cela que moi j'appelle les 2 parties. Il faut que le gouvernement également ne cherche pas a dit c'est la loi. Il ne faut pas faire du rigorisme. Il y a un terme qu'on utilise souvent, ceux qui ne s'accrochent qu'à la loi. Savez-vous que depuis 2017, il y a des gens qui ont été recrutés dans des services publics qui jusqu'à présent n'ont pas encore perçu un seul copec. Depuis 2017. Pourquoi? Parce que la lenteur dans l'administration. Voilà des choses que les syndicats doivent travailler à régler pour le bonheur de leurs syndiqués. Celui qui a été recruté, on ne va pas dire comme il est nouveau, il n'est pas encore des nôtres. Il y a plein de situations que les syndicats peuvent gérer, mais ils préfèrent s'accrocher à des situations qui parfois les tiennent à la gorge. Voilà. Alors, M. Franck Ressou, c'est vrai qu'il y a également le mutisme des partis politiques par rapport à la situation actuelle. C'est vrai, il y a eu la sortie, on a vu, du BNP, le bloc de la majorité parlementaire. Il y a quand même surtout les partis qui composent le front du sursaut patriotique. Alors maintenant, les autres partis satellites, les autres partis, les autres mouvements, on n'a pas eu quand même
même cette réaction par rapport à la situation, quand même, c'est une préoccupation nationale. Alors pourquoi est-ce que vous, votre parti, le Parti Liberté et Démocratie pour la République, est-ce que vous avez fait sortir un communiqué pour dénoncer ou bien pour amener les deux partis à régler le problème? Je vais sauter sur le dernier pan de votre question. À la fin du mois de janvier, quand il y avait notre présentation de vœux, il y avait eu notre communiqué qui est sorti en demandant au pouvoir en place d'écouter les partenaires sociaux et aux partenaires d'écouter le gouvernement qui ne peuvent pas tout avoir au même moment. On l'a fait. C'est tout. Oui, ce n'est que ce que nous on peut faire. Nous sommes des centristes, nous ne sommes pas mouvanciers, nous ne sommes pas opposants. Vous êtes centristes? Oui, nous sommes des centristes. Nous ne sommes pas opposants au régime actuel et nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle. Mais vous appuyez quand même le régime actuel. Ah, nous n'appuyons pas le régime actuel. Lorsque c'est clair, nous disons c'est bon. Lorsque ça ne va pas, on va crier haut et fort que ça ne va pas. C'est ça. C'est notre rôle. Nous voyons aujourd'hui que le pouvoir en place, oui, le pouvoir est très fort. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Quand on accède au pouvoir, on a tout en main. Mais le pouvoir doit savoir que les partenaires sociaux, ils doivent discuter avec eux. À des moments donnés, même si l'enfant est le plus mauvais de la famille, il porte le nom. Il est de la famille. Il faut aussi l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que, tout à l'heure, le président Azon disait que 89 et 2018, c'est pas les mêmes. C'est vrai. Moi, je suis resté chez un grand frère qui est enseignant du primaire. Et je quittais Kanzongpa. Je marchais de Kanzongpa au CG à Bomekalavi 1. Et je sais ce que j'ai vécu avec mon grand frère. Je vous dis que l'enseignant de 89 dont on est en train de parler, vous savez que c'est les enfants, les apprenants qui amenaient du bois à l'enseignant en 89. Et c'est à 23 heures que mon frère prenait sa mobilette 154 et il mettait ces bois-là pour aller vendre à Cotonou pour qu'on puisse manger. C'était 89 ça. Il n'y avait pas le salaire. Tout était bloqué. Il y avait plus de 10 mois d'arrière de salaire en 89. Aujourd'hui, les salaires sont payés à bonne date. On ne nous dira pas qu'il faut aller blanchir une année. L'histoire retiendra que c'est toujours eux qui ont milité pour cela. C'est pour ça que je dis, au niveau de la liberté et la démocratie pour la République, c'est la République d'abord. Les intérêts personnels, c'est pas ça qu'il faut mettre devant. Non. Lorsque je suis fonctionnaire, je gagne un salaire, je dois m'organiser sur mon salaire que de m'organiser sur les primes. Les primes à tout moment peuvent disparaître. Mais le salaire est là, standard. Ils sont payés aujourd'hui à bonne date. C'est vrai. J'aurais dû être membre du gouvernement que je dirais en conseil, je demanderai en conseil des ministres au président de la République qu'on ne fasse pas de défalcation. Parce qu'on est encore dans la négociation. On leur donne au moins ce mois-là pour voir réellement si ils sont de bonne foi. C'est ça. S'ils sont de bonne foi. Mais, écoutez, nous n'avions pas les mêmes points de vue. Le gouvernement a jugé bon de faire la défalcation. Mais pour qu'on puisse rétrocéder le fonds, ce n'est pas un bras de fer qu'on peut l'obtenir. C'est ça. Ce n'est pas en faisant bras de fer où on se dit, ok, on va le faire, c'est le jusqu'au boutisme, ça peut casser. Et quand ça commence, on le sait. Est-ce que tout le monde a la même force de quitter le Bénin tout de suite quand il y a problème? Non. Il faut voir, il faut regarder nos enfants. Ces petits-enfants, c'est ces âmes innocentes qui n'ont rien fait. Ils ont commis quel crime?
Pour que ceux qui sont au CM2 aujourd'hui pour aller à l'examen du CEP, on les empêche d'aller au CEP. Ceux qui veulent aller au PPC, on les empêche. Ainsi de suite. Notre pays est en train de reculer. Et le développement. Nous sommes dans un pays sous-développé. Où tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est purement fiscal. Et on n'a rien dans notre sous-sol. Même si on l'a aujourd'hui, on n'en profite pas encore. Et pourquoi on ne veut pas comprendre que, attention, ça ne va pas. Là, on parle de l'ancien président, Thomas Boni Yahi. Mais écoutez, c'est pour ça, nous, on a dit, on n'ira pas faire l'opposition parce qu'il faut faire l'opposition. Ceux qui crient aujourd'hui, ils sont opposants, ils s'opposent à quoi? Ceux qui n'ont pas pu, qui ont vu les passeports diplomatiques retirés parce qu'ils avaient amassé des biens à des endroits donnés et qui ne sont plus capables aujourd'hui de prendre l'avion pour aller récupérer, je ne ferai pas cette opposition-là. Parce que cette opposition ne va pas développer mon pays. Mais il y a eu beaucoup de gabégie sous le régime de Yahi Boni. Il faut avoir le courage de le dire. Si le pouvoir en place est en train de faire ses réformes et qu'il voit que, attention, ils sont en train de nous pourchasser, attention, c'est faux. Auparavant, au début, j'avais dit, attention, ce régime est venu pour faire une lutte sélective. Mais j'ai compris finalement que si même des proches du gouvernement, ceux qui sont même membres moulés dedans, on les envoie en prison parce qu'ils ont commis des fautes, je dis, attention, il faut l'accompagner. C'est ça. Il faut l'accompagner. Alors, monsieur Azon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les syndicalistes disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre 40 000 francs comme SMIC pour régler les problèmes à Cotonou, même dans les villages aujourd'hui. C'est ça qu'ils réclament. Et ça fait partie des revendications. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose, un petit geste par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, 40 000 francs à Cotonou. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, par rapport au salaire, 40 000 francs, effectivement, ça ne peut pas faire grand-chose, mais c'est mieux que celui qui est à la maison. C'est mieux que celui qui est à la maison, parce que lorsque vous êtes de la fonction publique, vous avez le salaire garanti au moins, vous avez l'emploi garanti. C'est tout doucement. Paris n'est pas construit en un jour. Moi, je crois qu'il faut continuer d'espérer. Il faut continuer d'espérer. Mais il ne faut pas vouloir que tout aille pour le mieux. Mais moi, je laisse le SMIC et je parle toujours des primes, parce que c'est ça qui est tenu dur aujourd'hui. C'est les primes qui sont tenues dures. Et par rapport à ça, je dis, le gouvernement a dit il est vrai, il y a 26 900 et quelques d'annoncés par an. Les syndicalistes ont trouvé que vraiment c'est insuffisant. Mais il s'agit, selon le gouvernement, du franc symbolique. C'est-à-dire reconnaître que le gouvernement doit ces primes-là, mais en l'état actuel, du budget ne peut pas faire face au paiement de ces primes. Donc, ils n'ont qu'à accepter le franc symbolique. Moi, je crois qu'il faut qu'ils acceptent le franc symbolique, mais que le gouvernement prenne des engagements pour continuer. Pour continuer, on me dit, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Lorsque c'est comme ça, c'est vague. Il vaut mieux être clair et puis dire aux enseignants, bon, dans 3 ans, je pourrais faire telle augmentation, ou bien par rapport à vos primes-là, je ferai ci, je ferai ça. Et que ce soit clair, parce que les grèves cycliques, là, chaque année, ça revient, pour les mêmes revendications. Moi, je commence par en avoir des céphalées. Et puis, c'est les enfants qui en pâtissent, parce que lorsque c'est 2 jours de cours perdus, on me dit que c'est rattrapé, mais ce n'est pas rattrapé. On leur donne des polycopes et c'est nous, parents, qui subissons. On leur donne des polycopes et on leur dit, bon, écoute, allez lire à la maison et venez, on va commenter ensemble. Non. Vous continuez toujours de nourrir des enfants qui ont fini les études, vous, M. Azon? Pourquoi pas. J'en ai sous les bras, mais moi, j'ai très vite orienté mes enfants. C'est ça. Au point où il y en a pas qui aient eu maîtrise en histoire géo, maîtrise en sociologie, maîtrise en psychologie, maîtrise en lettres modernes, encore que là, on en a besoin maintenant. Non. La psychologie... La plupart de mes enfants ont fait les branches techniques qui leur permettent de se prendre en charge rapidement, quitte à ce que je les aide à s'installer. Moi, je crois. Parce que travailler pour la fonction publique aussi, évidemment, ça permet d'être à l'aise par rapport au salaire, de gréver tout le temps qu'on peut. Mais on ne se sent pas responsable de tout ce qu'on pose comme acte. Monsieur Kri, 40 000 francs à Cotonou, vous pouvez tenir? Il faut avouer que c'est triste de voir
des compatriotes vivent avec le SMIG. Encore qu'il faut préciser que tous ceux qui sont embauchés ne gagnent pas le SMIG tout le temps. Je suis d'accord qu'il faut relever le SMIG. Mais parmi les syndicalistes qui font cette revendication, il y a des spécialistes des questions de finances publiques, parmi eux des économistes, qui savent qu'on n'augmente pas le SMIC comme on veut. Parce qu'il y a un problème de, comment on dit ça, d'inflation que ça implique. Donc, il y a tout un nombre de paramètres qui entrent en jeu. C'est pourquoi, généralement, pour toucher au SMIC, on associe le patronat. Nous parlions de grève. Est-ce que dans le secteur privé, vous entendez parler de grève à volo comme ça se fait dans la fonction publique? Ça suppose que la fonction publique dans nos cieux, sous nos cieux, est considérée comme une vache à lait, une mastodonte qu'on peut malmener comme on veut. Il va falloir que le chef de l'État, quand il parlait de restauration des valeurs, il faut que nous le comprenions et qu'on l'accompagne. Avec ce qui est en train de se passer, contrairement aux déclarations de mon vis-à-vis, le président Khessou, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ait effectué les retenues maintenant. Parce que si on avait attendu qu'on soit sorti de crise, et c'est après que le gouvernement dit, bon, souvenez-vous, vous aviez fait grève au mois de février, je vous défalque ça en avril, ça ne se comprendrait pas. Je crois que maintenant, le problème est posé, l'abcès crevé, et désormais, les syndiqués à la base, ils vont regarder de très près à quoi les conduit leurs responsables. S'il faut aller en grève et faire subir ce genre de situation à la base, après, c'est la base même qui va commencer par dire « Ah non, faites attention ». Qu'est-ce que ça coûte aux responsables syndicaux quand ils sont en négociation chaque fois de dire « Ben écoutez, sur ce plan, l'article 11 qu'a évoqué le garde des Sceaux, sur ce plan, considérons que c'est un échec, mentionnons ça dans un PV. » S'ils avaient pris cette précaution... Alors nous allons très rapidement parler bien sûr d'autres choses. Nous avons tellement parlé donc de la grève. Nous allons parler un peu de la politique. Vous savez que la proposition de loi, portant charte des partis politiques, est sur la table de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Une nouvelle charte qui fera disparaître tous les petits partis politiques, puisque l'article 21 de la proposition de loi oblige un parti politique, vous le savez mieux que moi, en création à avoir tout au moins 100 membres dans chaque commune, donc 7700 membres fondateurs. Monsieur Franck Khessou, président du parti Liberté et Démocratie pour la République, est-ce que vous êtes prêt avec les 7700 membres pour affronter les législatives prochaines? Lorsqu'on va à la guerre, on se prépare. Soyez-en sûrs, on attend même cela. Mais il y a deux problèmes qu'il faut situer. Les grands regroupements dont on est en train de parler, les partis dont vous êtes en train de parler, ça sera très bien et ça amènera encore des choses. Ça va être encore dangereux. Vous savez pourquoi? À la tête de ces regroupements, on verra des hommes politiques chevronnés. Mais soyez-en sûrs, il y aura qui vendront même des positions. Oui, il faut avoir le courage de le dire. On ne mourra pas pour ça. Lorsque vous êtes président d'un parti politique, où il y a une différence entre vous, président d'un parti politique, et le président d'une alliance politique. L'alliance politique, il y a plusieurs partis. Lorsque on vous voit, on dit, c'est un jeune, peut-être que vous roulez à moto et que c'est vous qui êtes le gardien de cette alliance-là dans une situation donnée et qu'on voit, vous n'aviez pas les moyens qu'il faut et c'est vous qui drainez le monde. On projette quelqu'un de là-bas et il vient, c'est lui qui est candidat aux législatives, vous êtes là pour applaudir. Et celui qui est en train de le faire, lui, dans sa circonscription électorale, on ne peut pas lui faire ça parce que c'est lui qui est à la tête. On va subir tout ça. Il y a le pour et le contre de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Lorsque je suis, par exemple, de la 5e circonscription électorale, je suis
un natif peut-être, c'est des exemples que je donne, de Tori. Je draine, dans cette condition électorale, il y a 5 communes. Au moins dans 3 communes, je suis puissant. Et on voit que je n'ai pas les moyens qu'il faut. Bon, je ne peux pas faire sortir tout de suite 50 millions et mettre sur la table pour dire attention, je vais aux élections avec 50 millions. On m'envoie quelqu'un, puisqu'il a les moyens, un nanti, qui vient, et il vient prendre la place. Et vous devenez suppléant. Si vous êtes même suppléant, c'est bon. Si vous êtes même son suppléant, c'est bon. Il vient, et cet individu, il dit, c'est moi qui vais faire sortir mon argent. Il veut faire sortir son argent, c'est lui qui confectionne la liste. Vous ne serez rien. Il vous remet 1 million et puis vous demandez où disparaître. Non, il vous dira de l'accompagner, de travailler avec lui. La politique, aujourd'hui au Bénin, c'est difficile. Et nous, on a dit, on attend, on accompagne. C'est vrai, quand il y a de multitudes de partis politiques, tout à l'heure, dans votre introduction, vous parlez des petits partis. Mais n'oubliez pas que dans la Constitution, c'est le multipartisme qui est dedans. C'est pas des petits partis. Quel parti vous appelez les petits partis? Ceux qui, voilà, surtout seulement dans une commune donnée et qui ne sont pas une partie nationale. Ils sont nombreux. Il faut le connaître, il faut avoir le courage de le dire. Je dis aujourd'hui, 100% des partis politiques qui se trouvent sur le territoire béninois aujourd'hui sont des partis qui ne sont pas des partis, qui ne couvrent pas tout le territoire. Si quelqu'un vous dit ça, dites-le que c'est faux. Il ne fait pas. Même le PRD. Le PRD est dans une zone donnée. Mais le PRD est dans une zone donnée. Le nombre de députés que le PRD a aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils sont de combien de circonscriptions électorales? Dites-le moi. Il y a 24 circonscriptions. Est-ce qu'ils dépassent 4 ou 5 circonscriptions? C'est impossible. Ce qui veut dire, on a besoin des formats, des regroupements aujourd'hui qui pourront couvrir tout le territoire. Mais que ceux qui resteront à la tête de ces regroupements sachent que le militant, il faut privilégier le militant. Le militantisme doit être privilégié. Parce qu'on ne viendra pas, on va pas projeter quelqu'un pour devenir député. C'est bon. Peut-être que c'est ceux qui ont des casseroles, qui ont peur, qui veulent aller se faire couvrir par le militaire parlementaire. C'est ça. Alors, monsieur Azon, c'est que vous n'êtes pas politique, hein, mais c'est que pendant les élections, par la pré-campagne, c'est souvent, vous êtes peut-être pourquoi pas suivi de très près par les politiciens, puisque vous êtes le président de l'National, hein, des parents d'élèves, on sait que vous avez une réservoir, pourquoi pas, donc, de militants avec les élèves autres là. Est-ce que ça arrive des entendants qu'on vous appelle pour dire, mais est-ce que vous pouvez nous accompagner, monsieur Azon, en échange de quelque chose? Non, curieusement, non. Curieusement, enfin, je dis pas curieusement, malheureusement, non. Parce que lorsque on est en campagne, chaque membre du mouvement associatif parental gère sa conviction politique. C'est ça. Mais on ne parle pas politique au sein du bureau. À une réunion du bureau, on ne doit pas parler politique. Là, les tests l'interdisent. Mais dans la maison, on peut... chacun peut gérer sa conviction politique selon son bon vouloir dans sa contrée, dans sa commune, ainsi de suite. C'est ça. Mais revenons à la question, à la préoccupation. Moi, je crois que autant les partis politiques que les syndicats, vous ne pensez pas qu'il faille réduire ça au strict minimum? C'est-à-dire, bon, l'opposition, la mouvance et puis les centristes. Moi, je crois que 3 partis politiques, 3 regroupements, c'est bon, hein? C'est bon, ça permet d'animer la vie politique dans un pays. Bon, au niveau des syndicats aussi, hein? Au niveau des syndicats aussi. Il y a 6-7 centrales syndicales. Oui, 7 centrales syndicales et puis chaque centrale a près de 100 et quelques syndicats. L'enseignement secondaire, vous savez combien de syndicats l'enseignement secondaire a? Bon, l'enseignement primaire aussi, vous savez, non, c'est trop. C'est trop pour animer la vie syndicale d'un ministère. Non, c'est trop. C'est trop. Moi, je crois que... Alors, monsieur Mohamed Assogba Okri, président du mouvement Les Murailles de la République Les Verts, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui par rapport à la réforme du système partisan? J'en viens. J'avoue que je n'ai pas eu le temps matériel nécessaire pour visiter concrètement les propositions qui ont été faites récemment à l'occasion d'un séminaire tenu à Zalaï
hôtel de la plage dans le cadre de cette réforme qui est envisagée, du système partisan. J'allais dire qu'à l'opposé du président Azon et en phase avec Maître Robert Doussou, les questions de liberté ne se régentent pas. Notre constitution a parlé de multipartisme intégral. Il faut ajouter intégral. Ce n'est pas à coup de tests de loi qu'on va empêcher les gens de se constituer. Par contre, la même constitution a dit que la vie politique est animée par les partis politiques. Et pour appuyer cela, il y a une charte des partis politiques. Les mêmes qui se désolent aujourd'hui ont été les premiers à rédiger les premières chartes qui étaient vraiment légers. Vous avez bien fait de citer par exemple le cas où on dit aujourd'hui il faut avoir 100 parts communes. Autrefois, dans la dernière mouture en vigueur, c'était pas département. On a dit 10, ça faisait 110 membres fondateurs. Je vais vous raconter un petit exemple que moi j'ai vécu. Notre mouvement avait voulu se transformer en parti politique en 2015, juste après sa naissance. C'est ça. Et je me suis rendu compte que les aînés avaient raison quand ils disaient qu'ils sont dépositaires de leur parti politique. Nous étions un certain nombre, mais chemin faisant, je me suis rendu compte que même pour la fourniture des dossiers, il fallait que le leader sorte la main, mette la main à la poche pour dire, toi, va chercher ton casier judiciaire, va chercher telle pièce pour 120 dossiers. Bon, j'ai dit, en attendant, parce que moi, je suis pour les regroupements. En attendant d'aller au regroupement, je range cette affaire. Parce que si j'avais mis les moyens, je me serais déjà constitué en parti politique. Je m'en vanterais aujourd'hui pour dire, ce n'est pas que j'en veux au président Hessou. Pour dire, je suis chef de parti politique et chaque fois, je mets un petit catable entre les aisselles pour dire, bon, là où il y a regroupement des chefs de parti, je suis présent. Ça ne sert à rien. Pour animer la vie politique, c'est sur le terrain. Il faut aller au contact des populations. Moi, j'envisage, j'ai engagé la discussion avec les miens. Bientôt, nous, on est en train d'identifier un grand regroupement vers lequel nous irons. Parce qu'on dit que c'est le citoyen qui anime. Et un parti politique a vocation à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Si vous êtes un parti micro, comment vous pouvez exercer? Et je parie que même avec les mesures drastiques qui sont en train d'être prises, nous connaissons. Les gens vont toujours chercher à contourner les dispositions. Parce que notre parti et notre constitution, encore moins notre charte, n'a pas parlé d'alliance de partis politiques. Pourtant, ça a été toléré depuis fort longtemps. Et quand je parle de tricherie, il a bien expliqué le président Hessou. Moi, je cherche là où je suis plus ou moins fort. Je dis, vous êtes fort dans votre circonscription. Mettons-nous ensemble, on fait une alliance dans le cadre des élections législatives, par exemple. On se positionne, même si on n'est que deux, vous dans votre circonscription, moi dans la mienne, et puis nous faisons du remplissage sur les 22 autres circonscriptions électorales, pourvu que nous ayons les moyens de déposer les dossiers. On va aux élections, notre alliance a 2 députés, mais arrivé au Parlement, on ne se connaît plus. Chacun prend son chemin au Parlement, ça fait un peu désordre. Il va falloir que on travaille vraiment à ramener un peu tout ça dans des normes acceptables du point de vue éthique. Voilà. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent intervenir dans cette émission au 65 00 24 24, au 21 33 84 19 pour des questions d'éclaircissement, bien sûr, à nos chers invités ici en studio. Donc, je rappelle très rapidement donc les numéros, le 65 00 24 24 ou le 21 33 84 19 pour intervenir dans cette émission à tout moment. Donc, nous sommes là jusqu'à 11h. Alors, nous allons revenir rapidement sur la non-désignation des membres de l'Assemblée nationale au COSLEPI. Vous savez que le BMP, le bloc de la majorité parlementaire, eh bien, apparemment, il sent qu'il y a un fait signe. Il y a M. Brice Soyingbe, justement, n'est-il pas temps donc d'aller au consensus pour libérer, je crois, les enseignants? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'ambiance dans le pays? Un rabitou de table. Nous allons commencer par M. Azon. Oui, moi je crois que consensus, d'accord. C'est pourquoi je demande à tous les deux acteurs de ramener la balle à terre et
de ne plus être crampé chacun sur sa position. Il faut ramener la balle à terre pour que on sorte de ce... je l'appelle désordre, moi. Moi, je l'appelle désordre parce que vraiment, les enfants ne méritent pas ça. On dit que vous prenez position par rapport à la situation actuelle. Oui. Un auditeur a posé la question, que vous prenez position. Je cherche à savoir les raisons pour lesquelles justement, les centrales syndicales sont en grève. Oui. Ça là, les raisons sont connues. Les raisons sont connues. Ça, c'est la mise en application du décret portant statut général des enseignants. Les raisons sont connues. Maintenant, je crois que le consensus est nécessaire, mais il faut que le gouvernement sache si quelque chose est possible et qu'il le fasse, que les syndicats s'en tiennent à ce qui est fait avec des promesses, assorties de promesses. C'est ça. Oui. Alors, l'ambiance dans le pays, comment vous la voyez Ah oui, l'ambiance, ça, tout le monde convient avec moi que l'ambiance est morose. L'ambiance est morose. Je crois que... Pourquoi c'est morose? C'est morose parce que, bon, d'abord, les grèves perlées ne permettent pas une bonne ambiance. Mais c'est cela. Alors, le gouvernement, donc, à sa part des responsabilités, c'est M. Didier Prénaud de voter une loi 10 ans, 5 ans. Non, je pense que pour la grève, c'est universel. Donc, on ne peut pas. Voilà, il y a l'OIT va sans doute réagir par rapport. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Non, voilà, je crois mais il faut discipliner ça, c'est tout. Les mains visibles, ces mains-là sont où? Bon, ceux qui en parlent en sont responsables. Hein. Moi, je veux dire, les deux présidents des partis des mouvements, ils vont répondre par rapport à cette question. Alors, c'est pas... Tout à fait. Alors, Mohamed Assoba Okri, voilà, n'est-il pas temps donc d'aller à un consensus pour libérer le peuple? Vous avez noté les différentes questions? Oui, j'ai noté. Non, il est indéniable que tout le monde a envie d'une sortie de crise. Et pour en arriver là, il faut forcément qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Moi, je crois bien, c'est M. Soingbe qui a dit qu'apparemment nous prenons parti. Oui. Moi, je ne m'en cache pas. La vie est liberté. Je prends parti parce que la cause me paraît essentielle. Je n'ai pas dit oui, mais j'assume que je prends parti. Et j'ai évoqué tout au long de l'émission les raisons pour lesquelles je pense que le gouvernement n'est pas là pour tordre la main aux partenaires sociaux. C'est ça. J'ai également dit au cours de l'émission que le mot que je cherchais m'est venu à l'esprit, M. Auspice Renou de Dravo, qu'il ne sert à rien de faire du juridisme. Le ministre Garde des Sceaux a rappelé les thèses, mais il faut que, chemin faisant, on essaie de voir comment appliquer les 10 tests pour que et ceux qui sont concernés et nous qui subissons les effets de ces grèves répétitives n'ayons pas l'impression que c'est le plus fort qui est en train de faire passer, de faire agir sa force. Cela ne m'empêche pas de dire que je suis d'accord avec le ton, la fermeté. Mais on peut toujours essayer de voir. Je ne dénie pas aux partenaires sociaux leur droit de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le même Garde des Sceaux répétait dans une autre vie que toute vie est lutte et que toute lutte est vie. Voilà. Il y a également, par rapport avant de laisser la parole à M. Franck Ressou, la question sur le RAVIP. Vous savez, il y a la non-désignation, bien sûr, des membres de l'Assemblée nationale, donc au COSLEPI. On a vu la sortie du BMP qui affirme que l'institution devant se charger de l'actualisation du fichier électoral sera installée donc en juin prochain. Ça, c'est leur position parce que l'année 2017 n'étant pas une année électorale, donc une économie pour l'État, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, est-ce que vous êtes du même avis que le BNP? Ah oui, je crois que ce bloc, ce regroupement a bien fait de sortir, de rompre le silence. Parce que, vous voyez, depuis un certain temps, il y a ceux qui se réclamaient de l'opposition qui montaient fréquemment au créneau et ce n'est que le son de cloche qu'on entendait. Cette sortie de la dernière fois aujourd'hui permet aux citoyens de savoir ce que eux aussi, ils pensent de la situation. Ils ont dit, nonobstant les questions financières,
ils ont dit que la représentation nationale n'a pas refusé de faire suite à l'injonction de la Cour. Mais ils ont plutôt expliqué que la Cour les a mis dans une situation vraiment inconfortable parce que la Cour savait que c'était déjà dans une poche de mouchoir. Et ils disent que, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'ils ont fait là. Et qu'à la session d'avril, ils vont aviser par rapport à la question. Donc, ceux qui agitent dans le pays que et le législatif et l'exécutif s'amusent à violer, à ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle, moi je dis, ça les engage. Nous en avons vu pire dans cette même République. Ce n'est pas pour encourager à violer les décisions de la Cour, mais c'est pour dire que face à la réalité, il ne faut pas dire que personne n'est mort par rapport à ça. Donc, il faut que les gens se calment. Attendons avril pour voir s'ils vont donner suite au processus ou s'ils vont encore nous sortir autre chose de leur poche. Il faut que, de part et d'autre, les gens sortent de temps en temps pour parler. Quelque part, on m'a dit le BNP est sorti pour soutenir le chef de l'État. J'ai dit non. Le chef de l'État, lui, il a tracé sa ligne. J'ai plutôt dit le BNP est sorti pour dire au chef de l'État, oui, nous sommes dans la même vision que vous. Je n'ai pas envie de dire que c'est le chef de l'État. C'est une manière d'être, voilà, français, voilà. C'est pour dire que je n'ai pas envie de dire que c'est plutôt le chef de l'État qui les soutient. C'est synonyme. Il y a une nuance, peut-être que vous ne percevez pas. Le chef de l'État, il a dit ce qu'il avait à faire durant sa campagne. Il est là, il le fait. Donc si vous dites que vous êtes avec lui, cela s'entend. Voilà ce que j'ai voulu dire. Avant de parler, je vais rapidement prendre l'avis de monsieur Kassou, parce que je vais revenir avec vous, monsieur Azon, par rapport à la marche des enseignants. Merci beaucoup. Oui, parce que là, je dois intervenir par rapport à ça. Tout à fait. Alors, monsieur Kassou, donc voilà, donc les différentes préoccupations. Vous avez pris parti aujourd'hui par rapport à la grève. Apparemment, vous avez soutenu les actions du gouvernement. C'est ce que les auditeurs ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Il y a aussi les mains sont où concrètement? Ces mains-là sont où? Merci, monsieur Dedravo. Je suis un homme. Et quand c'est bien, je dis c'est bien. Parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de la République du Bénin. Je suis béninois. Si on me tasse d'avoir pris parti, je ne sais pas de quel parti on est en train de parler. J'ai défendu mon pays. Parce qu'aujourd'hui, quand on grève, quand on est en train de faire ce qu'on ne devrait pas faire, il faut dire ça ne va pas. Il faut avoir le courage de dire ce n'est pas bon. Que ce soit de l'autre bord, que ce soit du côté de la mouvance, si c'est bien, nous on dira c'est très bien. Si c'est pas bien, on va crier haut et fort pour dire attention, ça c'est pas bon. Si aujourd'hui, nous voyons que nos enfants, nos petits-enfants, mais ils ont commis quel crime? Dans le droit de l'enfant, il a le droit d'aller à l'école. Si nous, on les empêche d'aller à l'école, et ça, on voit que c'est une bonne chose. Quand je dis que l'enfant a le droit d'aller à l'école, si c'est en cela que je prends parti, j'accepte, j'assume. Je demanderai à mon ami Samuel Adjovi de ne pas penser à prendre en otage un enseignant. Nous sommes tous des Béninois. Nous allons nous entendre. Nous allons sortir de cette impasse et l'école béninoise va rouvrir ses portes pour nos apprenants. Les enseignants, c'est des Béninois. 90% des enseignants ne maîtrisent même pas pourquoi ils sont en grève. Ce sont les responsables syndicaux. Des syndicaux qui sont en train de les induire en erreur. Il faut avoir le courage de le dire. Ils ne maîtrisent pas pourquoi ils sont en train d'aller en grève. C'est des intellectuels. Non. Quand on est intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on comprend tout. C'est faux. Ah oui. Le demi-lettré peut comprendre beaucoup de choses que vous-même intellectuel, vous ne pouvez pas comprendre. C'est possible. Ce qui veut dire aujourd'hui, le pouvoir a même intérêt à parler, à discuter avec eux et à les mettre devant le fait accompli. Vous savez, aujourd'hui, dans l'opinion publique, on dit non, il faut les radier. Non, nous n'irons pas là. Il faut discuter avec eux et qu'il y ait vraiment ce consensus pour que l'école béninoise puisse sortir
l'histoire retiendra que c'est quand ces secrétaires généraux sont là qu'il y a eu ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Ça rentrera dans leur palmarès. Il y a également eu cette question sur la non-désignation des membres de l'Assemblée nationale de COSLEPI. Vous savez que le FSP, j'allais dire, le Front du Sursaut patriotique, qui dit que le fait de ne pas installer le COSLEPI cache mal une volonté, celle d'imposer donc le RAVIP pour les prochaines élections législatives. Est-ce que vous êtes du même avis que le FSP, avant de remettre la parole contrairement à Michel Azon? À mon cher ami, le président Okri, moi je dirais, si toutes les fois on a eu le droit de désigner les membres du COSLEPI à des dates données, ce n'est pas aujourd'hui qu'on verra qu'il faut faire de l'économie pour le pays. Je ne suis pas d'avis. C'est ça. Parce que il s'agit d'une question vraiment pointue. C'est les élections. Lorsque vous voyez aujourd'hui, j'ai eu à faire même un débat dans votre studio ici sur le RAVIP où je disais que le RAVIP est obligatoire et nécessaire pour tous les citoyens béninois. C'est normal. On peut aller aux élections même avec le RAVIP si la liste est sortie potable, bien, et que tout le monde est d'accord là-dessus. Et jusqu'au moment où nous n'avions pas encore une autre liste alternative à celle de la LEPI, il faut continuer à actualiser cette liste pour que les élections ne... Ce que nous voyons aujourd'hui déjà avec les enseignants, si les politiques en 2019 doivent contester les résultats sortis des élections, pour qu'on puisse tirailler encore, ça va nous amener où? Avec ce qu'on voit aujourd'hui déjà. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller aux élections avec le RAVIP. Si la liste sortait et que tout le monde se retrouve dedans et que les politiques s'entendent, on peut aller aux élections avec le RAVIP. Mais une fois que ce RAVIP-là n'est pas terminé et qu'il s'agit de la LEPI aujourd'hui, il faut l'actualiser. Parce que du jour où on a fait l'actualisation jusqu'à ce jour aujourd'hui, d'autres ont déjà eu 18 ans qu'il faut mettre encore dans les bases de données pour pouvoir actualiser autrement. Il faut le faire. Ne pas le faire, je ne sais pas si on est en train réellement d'aider le chef de l'État. C'est ça. Non. On nous laisse d'ouverture pour qu'on puisse prêter des intentions. Je ne souhaiterais pas cela. J'aurais souhaité que l'Assemblée nationale, qui est le socle, c'est le rôle de la politique, mais c'est les représentants du peuple. Et si la décision de la Cour, on doit l'exécuter, que l'Assemblée nationale ne nous dise pas, que les députés ne nous disent pas qu'ils ne peuvent pas le faire, que c'était dans... Non. Voilà. Alors, Monsieur Epiphane Azon, président de l'Association nationale des parents d'élèves, alors par rapport à la question donc de cet auditeur-là, Samuel, voilà. Donc, oui, Samuel. Alors, il dit qu'il est prêt à marcher. Non. Autant que Samuel, je demande, j'appelle tous les parents d'élèves à l'apaisement. Il n'est pas question de marcher dans les rues pour aller contre les syndicalistes, encore que les enseignants font du bien aux enfants. Mais c'est dans le cas d'espèces que nous sommes un peu contre eux parce que ils abandonnent les enfants. Mais je crois que tout rentrera dans l'ordre tout de suite, mais jamais marcher dans les rues contre les enseignants, et jamais prendre en otage des enseignants dans sa localité. Mais il y a eu des marches de soutien au nord, par exemple. On a vu des élèves qui ont marché, oui. demandé aux enseignants de reprendre Et puis ça, je suis monté au créneau pour dire que je n'ai jamais envoyer un enfant dans les rues, marcher pour soutenir un enseignant. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est les enseignants qui agitent ces comportements-là. Vous savez que les enfants écoutent plus les enseignants que les parents. Ah oui, parce qu'ils ont peur. Ah oui, ils écoutent plus les enseignants que les parents. Et j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que les enseignants s'assagissent, restent dans leur rôle de revendiqueurs, mais qui n'agitent pas les enfants à aller dans les rues.
Je l'ai interdit. C'est ça. Là, alors, interdit. Merci beaucoup. Il sonne actuellement 10h45 dans ce studio. Avant de vous laisser la parole pour votre chacun, oui, rapidement, avant de nous mettre en communication avec la salle de rédaction. Oui, Aïe. Oui, très rapidement. Je m'en voudrais de ne pas clarifier ma position par rapport à la non-désignation des membres du COS-LEPI. Très rapidement. Je voudrais dire au président Hessou que nul ne se prévaut de sa propre turpitude. C'est la représentation nationale qui n'a pas désigné. Ce n'est pas le BNP. Et puis, la frange qui joue le rôle de minorité parlementaire, pourquoi les membres de cette minorité n'ont pas saisi la Cour constitutionnelle à temps pour dire, écoutez, il se trame quelque chose, nous ne sommes pas d'accord. Et il a fallu des mois plus tard pour que ce fût un citoyen qui ait saisi la Cour pour dire, écoutez, il faut obliger la représentation nationale à désigner le COS, les membres du COS-LEPI. Moi, je suis satisfait des explications données par le BNP. Ah oui. Il y a encore sur le terrain aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez d'argent, vous dites qu'il faut autoriser les KBJ. Moi, j'en veux à la Cour constitutionnelle pour cette décision-là. Mais la Cour constitutionnelle a joué son rôle. Ah oui, elle a joué son rôle, mais non. Je dis, elle a joué son rôle, c'est son droit. Oui. J'ai également le droit d'opiner. Je dis, je lui en veux. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Aujourd'hui, il y a encore des agents sur le terrain qui réclament des dus par rapport aux travaux qu'ils ont effectués avec d'autres COS-LEPI. Et le BNP a dit, le COS-LEPI qui sera vraiment opérationnel, pourquoi nous on n'a pas voulu aller dans la KBJ, c'est le COS qui sera installé un semestre avant l'année électorale. Mais si demain, et c'est ça qui vient juillet 2018. Si demain la Cour constitutionnelle refuse donc de convoquer le corps électoral pour une élection présidentielle ou une élection, qu'est-ce que vous avez dit? On a déjà vu des cas ici. Le président Kérékou a donné l'exemple. Le président Kérékou a donné l'exemple que la Cour constitutionnelle ne peut pas l'induire en erreur. Qu'une Cour constitutionnelle essaye, on verra. Ça c'est vous qui le dites, hein, monsieur Mohamed Assoba Okri. Nous allons maintenant finir cette émission en faisant bien sûr un dernier tour de table. Nous allons commencer justement par le président, monsieur Epiphane Azon. Voilà, et votre mot de la fin avant de quitter ce studio. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, pour ce qui me concerne, il faut que les deux acteurs ramènent la balle à terre, que ce soit le gouvernement, que ce soit les syndicats. Chacun doit oublier un peu le moi, un peu de lui-même pour accepter l'autre. Et c'est très important. Là où nous sommes venus à un tournant très décisif et dans quelques jours, si rien n'est fait, nous irons à ce que nous ne souhaitons pas. Et il vaut mieux qu'on n'en arrive pas. Donc chacun jouera sa partition et le peuple avisera. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mohamed Assoba Okri. J'aurais bien voulu que ce fût au doyen que vous donniez la parole en dernier ressort. Ça participe de notre culture. Cela étant, je fais mienne les préoccupations qu'il a évoquées tantôt. C'est mon mot de conclusion. Ça, c'est le respect. En tout cas, c'est une leçon de morale, c'est ça? Non, pas du tout. Ne le prenez pas comme ça. Moi, j'ai fait de la gauche vers la droite, pas forcément. Oui, voilà. Oui, ça, c'est non. Journalistiquement parlant, c'est ce que j'avais. Voilà. Mais vous aurez pu commencer de l'autre, pas l'autre elle aussi. Tout à fait. Je vous comprends, il n'y a pas de souci, c'est juste pour me titiller un peu. Alors, monsieur Franck Assou, pour votre mot de la fin. Oui, je voudrais dans un premier temps remercier le groupe de presse Le Matinal et demander aux deux acteurs, c'est-à-dire le gouvernement et les partenaires sociaux, de donner un peu d'eux-mêmes pour que notre école puisse reprendre. On n'aura pas tout aujourd'hui. C'est sûr qu'on aura le peu qu'il faut et que le gouvernement aussi revoie sa copie pour que au moins l'école puisse reprendre, que les défalcations, les deux parties n'ont qu'à s'asseoir pour en discuter et trouver une solution normale comme cela se doit. Le Bénin, c'est notre pays. Nous n'avions pas deux pays et on fera avec. Voilà. On fera avec, voilà, mesdames et messieurs, carte sur table de ce dimanche 4 mars de l'année 2018 s'achève. Était en studio monsieur Epiphane Azon, président de l'Association nationale des parents d'élèves, monsieur Franck Ressou, président du parti Liberté et Démocratie pour la République, monsieur Assoba Mohamed Okri, président du mouvement Les Murailles de la République Les Verts. Merci à vous, mes chers invités, pour vos analyses pertinentes et vos points de vue sur les différents sujets évoqués donc dans cette émission. Merci à Parteno Gomez et à toute l'équipe technique de Urban FM de Parakou.
Merci également à toute l'équipe technique de Océan Télévision, Semiat Yessoufou et tous les autres. Merci également à Rock Boton Kaido pour la mise en onde, Chris Belmocho de la rédaction de Océan FM, Léonce Adjevi du quotidien Le Matinal et tous les assistants, ils sont nombreux. Merci à vous tous. Merci. Moi, c'est Hospice Khouenou de Dravo. À dimanche prochain. Merci.